Le Boeing qui m'avait propulsé sur les pistes éclatantes d'El Aouina ne mesurait pas le chemin de moi-même qu'il me faudrait parcourir. Un fil a cassé net. Personne ne s'y attendait, mais il a cassé, à l'insu de tous. Pas comme le fil tambour que ma grand-mère coupait des dents, mais comme les deux bouts d'un nœud de chanvre échevelé. Je l'ai compris quand nous nous sommes retrouvés tous les deux, Odile et moi et Odile. Qui a parlé de couple? Je ne sais pas. En priorité, je veux rendre ici nos odeurs, les relents d'alcool, les couleurs trop vives de la fête, celles des autres, j'entends. Et puis, le petit froid de décembre, piquant jusqu'à l'os. À ce moment précis, m'aviez-vous abandonné, Madame Cléo? Avez-vous cru devoir vous éloigner, tout simplement? Une peur viscérale me pinçait au ventre à la seule idée de rentrer chez nous. Chez qui? J'étais épuisé par l'inanité de mes efforts pour franchir la ligne rouge de ma vie nouvelle. Je transpirais sous mon col de fourrure et feignais d'être ivre, bien plus que je ne l'étais en réalité. Meilleure manière d'éviter le regard d'Odile, de sentir la main d'Odile, le corps d'Odile, qui m'aspirait dans un gouffre sans fond. La tête posée sur un coussin de la voiture qui nous ramenait à notre appartement, je tentais vainement de mettre de l'ordre dans mes pensées, de trouver à la situation nouvelle une sorte de légitimité que la plupart y eussent trouvée. Bien sûr, vous n'êtes pas sans le savoir, Odile était jolie. Ses longs cheveux noirs découpaient un visage d'enfant gâté. Piqué par un sourire d'ange. Odile avait la tendreté de la jeunesse et le souffle d'un amour sans nom. Moi, je sortais d'une piscine chauffée pour me retrouver nu dans un chemin pavé d'ombre et de lumières inconnues. Qu'attendait-on de moi? Peu de choses en réalité. Toute ma vie reposait sur une évidence. Odile et Pierre font... Ma relation était sans issue. Odile moins Pierre, certes non. Pierre moins Odile. Je n'osais y penser. Ce n'était pas tellement Odile et le passé d'Odile qui m'inquiétaient. Pas non plus la disparité, voire l'étrangeté des objets qui m'attendaient et auxquels je devais prêter une âme, non. Ma soudaine angoisse venait de plus loin, de plus bas, là où le ventre ne peut rien nier, où les cèpes se rejoignent dans une vigne sans plaisir. L'aviez-vous vu, vous, le piège? Moi pas. Mais il se refermait sur moi. Je sentais le froid des mâchoires de la ville et je compris peu à peu que c'était elle, la ville, qui me faisait peur. Les interminables rues transversales qu'il me faudrait traverser, les boutiques inconnues où je devrais m'arrêter, les visages inexpressifs qui me blesseraient d'un sourire. À ce moment, vous m'avez lâché tout net, Madame Cléo, quand je pleurais des fontaines d'amertume, et que mes mains poisseuses fouillaient sur l'oreiller où je ne trouvais rien de plus que le pli des draps que j'avais délissé quand je me posais la question: suis-je certain d'être aimé autant que j'aime? Alors je harcelais Odile tout le reste de la nuit. Je renonçais même à lui faire l'amour comme j'en avais initialement le projet. Ma logorrhée dégoulinait, torrentielle, impétueuse ou suppliante, insinuante, impérieuse. Est-ce que tu m'aimes, Odile? Comme une ancienne. Est-ce que tu m'aimes? Quant aux réponses, elles filaient comme la laine à la patte d'un chat. Depuis toujours, du fond de ma solitude, je posais les mêmes questions et j'esquivais les réponses. Croyez-moi, j'aurais bien fini par oublier l'autre. Peut-être pas. Qui sait? Je me suis donc écrasé dans ce petit tribunal de fin d'oasis, de fin du monde, ce temple blanc aux moulures dorées, entouré de palmiers. Il faisait une chaleur de mouches et de sable. Odile Lamé, êtes-vous coupable? Mon terrible réquisitoire la mettait sur la sellette et ne lui laissait aucun échappatoire. J'étais sans pitié. Je ne la laissais pas reprendre son souffle.
ne l'embrassait que pour piétiner ses réponses comme autant de fumerolles. Rentrez dans votre chambre, la piqûre. Ne vous agitez pas, tout est bien. Couchez-vous sur le ventre, le dos, le côté, ouvrez la bouche, tenez le bras replié, ne lâchez pas le thermomètre. Et le bruit des sandales, des sabots qui n'en finit pas de décroître. Moi, je compte les pyjamas. 16 en une matinée. Peu de robes de chambre, quelques linges souillés en tas sur une table roulante. Ne restez pas là, regagnez votre chambre. Et pas une odeur de jour, et pas une odeur de nuit. L'ordre. Plus de nouvelles de la surface. Mon royaume est devenu royaume de drap. Chaque effort de mémoire m'est reproché. Ma volubilité est telle qu'on me raccompagne dans ma chambre sans ménagement et qu'on me reprend le pouls. Vous n'êtes pas sage. Pas sage. Et vous qui vous félicitiez de ma sagesse, faisiez état de mon obéissance, ma politesse, mon affection, pas sage. Mais qui dormait quand vous me le demandiez? Mangeait sans salir ma chemise, me frottait la bouche et me rinçait les mains, qui ne partait jamais pour une longue promenade sans faire provision de papier hygiénique. Voilà donc ma sagesse remise en cause. Les lieux sacrés de moi-même ont donc vécu. Plus de temples, plus d'officiants, mais des geôles, des médecins, des iconoclastes. Ne me laissez pas. Je suis comme un grand brûlé de l'enfance, ma déesse, ma cariatide, ma nurse, ma maman, ma vestale. Les semaines ont passé parce qu'elles n'étaient que des semaines. Ne parlons donc pas du temps figé, poisseux. Les rares visiteurs me frôlaient comme le philodendron du salon de beauté. J'avais retrouvé le filtre de l'invisibilité. Et toute l'épicerie sentimentale de l'homme me lâchait peu à peu. Mes rayons vides, je cherchais les couleurs de l'averse qui frappait maintenant sur les vitres. Ma sémiotique à moi était bien au-delà des mots. Il y eut les propos édulcorés de l'aumônier, du psychologue, du bibliothécaire. « Tiens, que lisez-vous? Ah, le nouveau roman vous intéresse ?» Jamais personne ne s'était autant passionné pour mes lectures. Mon entourage épiait les signes d'une lente convalescence. Tout en sciant ma sempiternelle côte de porc, j'appris à sourire aux nébuleuses. Non, vous ne l'auriez pas aimé, ce sourire-là, Madame Cléo. Ou plutôt, vous l'auriez attribué à un autre malade. Ou peut-être auriez-vous préféré ne pas vous ouvrir à mes métamorphoses. Je ravissais les blouses blanches que me concoctaient les premières sorties dans les allées du parc, les conversations informelles, les échanges sans gravité, les propos en cotonnade. Une étrange sérénité allait croissant et ronronnait dans ma tête. Je me fidélisais à France Musique et me saoulais des sonates de Mozart et des nocturnes de Mahler. Insensiblement, je remontais mon horloge biologique. J'attendais maintenant le coucher du soleil et je pressentais que le café allait venir, que les roulettes grinçantes de la table matinale annonceraient l'arrivée d'un plateau chargé de pain blanc et de confiture. On me félicita pour mon regain d'appétit. 3 tartines ce matin, mais nous allons de mieux en mieux, il me semble. Sans m'en rendre compte, j'étais passé à la première personne du pluriel, ou au nous majestatif. Je ne sais pourquoi ces paroles d'encouragement me firent penser au hareng. Madame, quand vous me félicitiez d'avoir consommé ces poissons providentiels, que vous parfumiez d'étranges senteurs et me serviez comme pour expier l'instance d'une disette sans nom, c'est la guerre, disiez-vous. Cette guerre si douce, qui faisait mariner inlassablement de hareng dans ses senteurs orientales et qui me faisait glisser le matin, très tôt, bien avant le lever des parents abrutis de fatigue, pieds nus sur le parquet quadrillé de noir et la moquette au clou d'or, sorte de tapis nuptial qui me ramenait toujours à la grande fenêtre par où l'on voyait s'éveiller le boulevard sur laquelle un doigt glacé pouvait dessiner le profil d'une étoile et qu'un souffle tiède suffisait à embuer.